Amiante et réglementation européenne, quel impact pour la filière? Et je suis ravi de vous retrouver à Nice parce que vous avez un invité à vos côtés et on va prendre plaisir, je crois, à l'avoir avec nous, à échanger parce que j'avais vu un duo et on est passé en trio. Ça va être une bonne nouvelle. Mesdames et messieurs, je vous invite à nous retrouver pour cette dernière conférence de la journée. Alors, bonsoir à toutes et à tous. On a démarré la journée avec l'intervention donc de Monsieur Collin en nous rappelant les enjeux de la réglementation et les évolutions de la réglementation européenne. Donc, on vous propose de conclure la journée autour de ce sujet et d'évoquer à travers les travaux de la FEL les impacts justement de la directive européenne de 2023 sur la filière amiante. Donc, très heureux de pouvoir accueillir aussi Monsieur Galvé pour nous présenter, nous contextualiser et nous rappeler peut-être les enjeux pour la filière au sens large. Merci beaucoup, bonsoir. Alors effectivement, on a commencé ce matin par un panorama général de l'activité de la Direction générale du travail en matière d'amiante. Et vous avez vu qu'elle est riche et elle se caractérise notamment par son aspect très européen. Et c'est vrai que c'est un élément qui est d'importance pour nous et qui est assez nouveau en réalité, d'assister à l'européanisation de ce champ de la politique publique, sachant qu'effectivement, depuis la date d'interdiction de l'amiante, depuis le décret de 24 décembre 1996 et le 1er janvier 1997, la France avait pris très tôt des dispositions très contraignantes en matière de prévention. Et c'est un travail que la Direction générale du travail a mené depuis maintenant plus de 30 ans pour construire ce qui nous semble être le dispositif aujourd'hui au niveau européen le plus robuste en matière de prévention des risques d'exposition. La difficulté, c'est qu'il ne sert à rien d'avoir le dispositif nationalement le plus robuste si, lors des discussions européennes avec d'autres États membres, on se retrouve avec des dispositions qui sont contraires, parfois, aux dispositions nationales. Et donc nous avons un vrai enjeu aujourd'hui pour le gouvernement français, pour les autorités françaises, de convaincre nos partenaires européens de la pertinence des dispositions de la réglementation française. Et c'est un travail presque d'influence, de lobbying, pour utiliser un mot qui est parfois entouré de connotations négatives, mais c'est vraiment l'essence même du lobbying, de convaincre les partenaires européens de la pertinence de nos dispositions. Et pour cela, effectivement, c'est un travail que nous menons, nous, via nos canaux de représentation officielle. Je pense par exemple à la représentation permanente à Bruxelles, l'équivalence d'une ambassade. Mais nous avons aussi besoin d'une mobilisation de l'ensemble des acteurs de la filière amiante pour qu'ils puissent partager avec les homologues européens leur retour d'expérience pour expliquer que oui, les fibres fines sont cancérogènes au même titre que les autres types de fibres longues, que non, réaliser une analyse en méta ne rend pas impossible toutes les opérations sur le bâtiment, que non, ça ne coûte pas non plus un montant tel qu'il décourage massivement ces opérations. Et donc c'est pour ça, c'est presque un appel que j'ai envie de vous lancer. J'en ai déjà eu l'occasion d'en discuter avec la FEL, mais aussi avec l'ULSB. La France a la chance de pouvoir compter sur des grands champions, notamment en matière de métrologie active, sur l'ensemble du continent. Et donc je pense que c'est un peu notre rôle, tout à chacun, dans nos sphères d'influence respectives, de jouer ce rôle de conviction vis-à-vis de nos homologues européens. Et on compte sur vous, parce qu'on croit collectivement, effectivement, que notre réglementation est la meilleure actuellement, tant et si bien qu'elle a même largement inspiré les dispositions qui ont été adoptées lors de la dernière révision de la directive de 2009. Donc merci beaucoup, merci d'être très actif au niveau européen et on se réjouit de poursuivre ce travail ensemble. Merci pour votre intervention. Merci. Effectivement, on rentre dans le vif du sujet. Anis Menglish qui représente avec ITGA. On a Jamel aussi Beril qui est avec nous. Merci pour le centre d'expertise d'accompagnement en polluant des industries et des constructeurs. Merci. Alors, merci Monsieur Galvé. C'est justement pour recontextualiser la genèse même de la FEL et de ses engagements. C'était bien la perspective de la révision de la directive de 1948
qu'il y a à peu près 4 ans, un peu plus de 4 ans, on a accéléré la réflexion sur la création de l'AFEL parce qu'on a pris conscience et on a acquis la conviction à ce moment-là que l'enjeu pour l'intégralité de la filière allait être d'importance. Et comme vous le disiez à l'instant, ce n'est pas parce qu'on dispose d'un corpus réglementaire et normatif robuste, pour reprendre vos mots, et c'est le fruit d'ailleurs d'une trentaine d'années d'expérience, d'évolution permanente, d'innovation, si on veut oser le terme. Et ce n'est pas parce qu'on dispose de ce dispositif-là qu'on est à l'abri de voir ce dispositif dégradé, parce que isolé, pour reprendre le terme de M. Collin ce matin, et finalement, mécaniquement, perdre la main et perdre notre dispositif et perdre son niveau d'exigence aujourd'hui, et notamment un niveau d'exigence pour la protection des salariés exposés à l'amiante. Donc, dès lors, l'enjeu de promouvoir la filière amiante et le savoir-faire français en l'occurrence était finalement pour nous double. D'un côté, clairement, c'était pour nous de défendre le Made in France. Alors le défendre le Made in France parce que notre légitimité et la voix de la filière française dans la gestion du risque amiante tire finalement sa légitimité de ce Made in France-là. Le deuxième enjeu pour nous, c'était bien évidemment de pousser les arguments qui ont amené à notre dispositif réglementaire vers les États membres. Et clairement, dans l'optique pour nous, c'est de préserver notre dispositif, le promouvoir pour les autres, le préserver et en le préservant, finalement, préserver aussi les acquis associés. Alors, et là, mécaniquement, les 3 valeurs fondatrices de notre association trouvent finalement tout leur sens. La valorisation sur le marché français, je le disais, la valorisation vers l'international et notre engagement RSE. Alors l'engagement RSE à la FEL, forcément pour nous la RSE c'est constitutif même de notre métier, la prévention, la sécurité des salariés et des occupants en l'occurrence. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour féliciter nos adhérents qui ont obtenu leur labellisation RSE et encourager d'ailleurs ceux qui sont en cours de processus. Donc nous le disions, c'est bien l'ensemble de la filière qui est concernée ou impactée forcément par la directive européenne 2023-2668, qu'il s'agisse des acteurs du repérage, des acteurs du désamiantage, du contrôle de l'air, de l'analyse et de la gestion des déchets. Et c'est bien parce qu'on constitue ensemble, finalement, une et même seule chaîne de valeur qu'il faut bien prendre conscience que si un des maillons est impacté forcément par cette directive, c'est l'ensemble des maillons de la chaîne qui va en mesurer les répercussions. Et Jamel va revenir d'ailleurs sur ce sujet un peu plus tard. Donc pour notre part, à la FEL, nous avons très rapidement arrêté comme axe stratégique directeur la promotion du savoir-faire de la filière analytique auprès de nos homologues et institutionnels des États membres européens. Alors forcément, pour démarrer, il nous a fallu déjà les identifier, prendre attache avec eux, et je profite de l'occasion d'ailleurs pour remercier les éditions CEDI parce que à travers Asbestonomie, ils nous ont permis d'accélérer clairement notre démarche, et ça a démarré d'ailleurs en 2023 à Bruxelles. Alors à Bruxelles en 2023, forcément la date nous évoque la genèse ou l'arrivée de la directive. Ça nous a permis au sein même du Parlement européen d'avoir accès d'ailleurs à des parties prenantes à la rédaction de la directive pour pouvoir d'ailleurs appréhender à ce moment-là les discordances qu'il pouvait y avoir et comprendre un peu les positions des différents États membres. 2023 à Bruxelles, ça a été aussi le lancement du groupe de travail international des laboratoires amiante qui a réuni une trentaine de laboratoires représentant 15 pays. Et ce groupe de travail a œuvré sur l'année 2023 et 2024 et a présenté justement une partie de ses travaux à l'occasion d'Asbestonomie à Madrid en 2024. Et on trouvait intéressant de partager avec vous quelques clés justement, ou des éléments clés plutôt, évoqués à Asbestonomie en 2024. Et je vais laisser la parole justement à Jamel Beril pour vous en parler.
Merci beaucoup, Monsieur Anis Megdish, qui représente l'AFEL, les amiantes Made in France. On va laisser maintenant la parole à Monsieur Jamel Beril. Donc effectivement, plusieurs réunions, pas faciles, à rassembler tout le monde, à discuter avec d'autres laboratoires, d'autres pays, qui ont une façon de voir le monde analytique différemment, une façon d'appréhender le risque amiante de manière différente. Donc rassembler toutes ces personnes-là et essayer d'argumenter et de leur apporter des nuances sur notre façon de faire. Donc au final, nos discussions, nos échanges, bon là on reprend sur la partie un peu synthétique sur la directive européenne et les exigences qui sont les nôtres pour décembre 2029. Actuellement, nous sommes à une VLP de 10 fibres par litre, quelle que soit la méthodologie analytique, pour les fibres OMS. Et avec l'objectif en décembre 2029, sur une dichotomie, soit on reste sur une VLEP à 10 fibres par litre sur une microscopie électronique en intégrant les fibres fines et les fibres OMS bien sûr. Une autre possibilité, c'est d'être à une VLEP à 2 fibres par litre en microscopie électronique, que ce soit du transmission ou du balayage. Par contre là, on est sur les fibres OMS et il n'y a pas d'obligation de dénombrer les fibres fines. Donc là, les premières questions se posent sur argumenter, expliquer la toxicité au niveau des fibres fines. C'est pas facile à faire avec des personnes d'horizons diverses, mais on y arrive petit à petit. Donc du coup, au final, le consensus au niveau de ces laboratoires, après de multiples discussions et arguments, on a les 3 technologies connues, MOCP, le MEB et la META, et au final, on s'accorde sur le fait qu'actuellement, seule la technologie META permet de cocher l'ensemble des cases d'identification, classification, grossissement pour dénombrer les fibres. Une particularité, et c'est là-dessus qu'actuellement les discours sont sur ce point-là, sur la partie MEB, où certaines technologies de MEB, des arguments pour pouvoir affirmer que cette technologie-là permet d'atteindre les fibres fines. C'est en discussion, on argumente sur le fait que la technologie à transmission reste celle qui permet d'identifier l'ensemble des fibres, sans aller jusqu'à la partie, et on y viendra peut-être un jour, sur les fibres fines. C'est encore une autre discussion. Autre particularité, et c'est là qu'on veut, l'AFEL également, amener l'ensemble des corps de métier, c'est sur cette VLEP à 2 fibres au litre, quid des, par exemple, sur les organismes de désamiantage, si on parle de 2 fibres au litre, une VLEP à 1/10, une SA à 1/10 de la VLEP, quel empoussièrement faudra-t-on sur les chantiers, etc. Donc c'est toutes ces questions qu'on essaye de poser pour essayer d'apporter, de lancer les discussions tout du moins pour que les personnes se mettent autour de la table. Donc l'étude qu'on a menée jusqu'ici, et pour finir un peu, pour vous donner les arguments, donc à l'AFEL, on continue, on poursuit, on essaye maintenant de se structurer, pourquoi pas aller vers une association des laboratoires au niveau européen et même mondial, parce qu'il y avait la présence de laboratoires australiens, anglais, ils sont plus proches que nous, mais ils ne sont plus dans l'Union européenne, et surtout d'encourager les différents acteurs des autres filières à essayer de s'organiser ou du moins promouvoir cet aspect-là. On estime au niveau de l'AFEL que c'est un point très très important. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter une chose. Pardon ? Oui. Et M. Collin l'a rappelé ce matin, sur la partie organisationnelle, sur des ateliers de travail, qui vont être mis en place très prochainement, où là, donc, l'AFEL, bien sûr, se porte volontaire pour pouvoir y participer, mais également tous les autres acteurs de la filière. Alors, moi, j'avais une réaction. Messieurs, si on remonte un peu dans le temps, vous étiez quand même assez précurseurs en la matière pour parler le Made in France. Car on revient, on a vu effectivement l'échiquier avec la transformation entre ce que vous aviez émis comme idée au départ et aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'on va aller beaucoup plus vite maintenant que c'est de mieux en mieux structuré? Comment vous vous situez effectivement dans les nouvelles perspectives de développement? Alors, ça vous adresse à tous les deux, mais... je vais parler sur la partie AFEL et l'organisation qu'on a eue avec les laboratoires européens. C'est vrai qu'au départ, il y avait une dynamique, une volonté de l'ensemble des laboratoires et des autres pays de participer, mais il faut maintenir cette dynamique.
c'est quelque chose qui n'est pas simple de coordonner et de garder cette dynamique pour pouvoir répondre à certaines questions. Ça s'essouffle, il faut remettre un coup de collier pour y aller. Mais je pense qu'on peut y arriver. Partagez le même avis. Non, et pour répondre sur la notion de Made in France, et c'était clairement notre volonté au départ, c'était pas l'idée de se recroqueviller, bien évidemment, sur un marché ou être d'un protectionnisme d'un autre temps. C'était juste une prise de conscience, clairement, qu'on avait la chance de disposer d'une avance, quelque part, et en toute humilité, d'avoir, je ne vais pas reprendre le terme de champion de la métrologie, mais on avait cette avance-là, et elle se traduisait sur l'ensemble de la filière que l'on évoquait. Et de se dire, cette avance-là, elle mérite d'être préservée parce qu'elle est fragile. Et cette notion de Made in France qu'on a mis sur la table au moment de la création de la FEL, elle était bien dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a un savoir-faire français, il mérite d'être valorisé et d'être défendu et voire exporter justement ce savoir-faire-là plutôt qu'en importer un que l'on ne maîtriserait pas et qui n'aurait pas forcément valeur à améliorer nos dispositifs de protection des salariés. Comment sommes-nous perçus? Alors, je reste sur la partie européenne, hein. Je ne veux pas aller jusqu'à aller parler de l'Australie. Comment nous sommes perçus, effectivement? Parce que vous savez que lorsqu'on a cette expertise-là, on peut être vu en disant bon, des donneurs de leçons. J'exagère un peu le trait, vous comprenez bien, ce n'est pas le sens. Mais comment vous êtes perçus au niveau des autres pays? Il y a un sourire, alors je ne sais pas. Non, mais clairement, la notion de donneur de leçons, ou cette posture vraiment franco-française de défendre un acquis, elle nous a été opposée. Je pense qu'elle n'a pas été opposée qu'à la FEL. Et clairement, il a fallu aussi déconstruire ce schéma de pensée aussi. Et c'est là que l'enjeu aussi d'aller sur vraiment participer au groupe de travail en tant que contributeur et mettre à disposition et travailler justement à générer de la donnée pour les mettre à disposition était essentiel. Si vous me permettez, avec plaisir. En réalité, depuis l'expérience malheureuse de la conquête de l'Europe par Napoléon, c'est effectivement une remarque qui est systématiquement faite aux autorités françaises. La difficulté, c'est notre chance, c'est qu'en l'espèce, on a de quoi être fier du système français. La difficulté, comme vous l'avez dit, c'est qu'on ne peut pas aborder la question en disant « nous sommes les meilleurs parce que nous sommes français ». Il faut montrer objectivement les raisons qui amènent à nous dire que les autres collègues européens auraient intérêt à travailler avec nous pour s'inspirer de la réglementation française, notamment en matière de métrologie. Il est là l'enjeu. Et c'est vraiment pour ça que nous, on a une question de démultiplication. Il faut aller dans les enceintes, dans les événements organisés à l'étranger, en organiser nous-mêmes, que ce soit les acteurs privés, les autorités publiques, les deux ensemble, pour faire ce travail de conviction objectif. Vous vouliez peut-être réagir, Anis? Non? C'est très bien dit. C'est très clair. Non, et puis surtout recentrer les débats sur le risque sanitaire. Toutes les discussions et les technologies sont pour servir et minimiser le risque sanitaire. Globalement, ce message qui est bien porté, on parlait de l'Espagne, je ne sais pas où on sera l'année prochaine dans notre endroit. Il y a quand même des pays qui ont pris conscience, qui sont pratiquement main dans la main avec vous. Vous sentez qu'il y a aussi d'autres pays qui sont prêts à effectivement porter ces convictions? Alors, sans parler précisément de pays, le groupe de travail international permet plutôt d'engager des laboratoires de différents pays où les amener sur nos positions petit à petit. Et là, c'est clairement le fruit de débats techniques, d'échanges techniques, d'échanges aussi qui sont menés entre laboratoires, de visites croisées, etc. Et c'est cette émulation plutôt techno, parce que finalement, ce dont on est fier sur les 20 dernières années, c'est que si on prend juste l'aspect, parler que de l'aspect analytique, finalement, c'est le contexte dans lequel on a vécu en France qui a été challengé par l'autorité réglementaire, qui a été challengé aussi par l'exigence de l'écosystème aussi, hein, y compris sur les modèles économiques associés, etc. C'est ce qui a fait qu'on a été aussi obligé et amené et challengé, nous, laboratoires, à innover, que ce soit organisationnellement, techniquement, pour être compétitif. Et c'est cet environnement aussi de compétition qu'on a eu pendant 20 ans qui nous a amené à ça. Et ça a créé cette émulation-là.
Et ben, se retrouver un peu cette émulation aussi avec des partenaires, des laboratoires européens, ben, finalement, c'est ce qui fait bouger les lignes aujourd'hui et amène plus en plus de laboratoires et de leaders techniques aussi dans certains pays à venir sur ces positions-là. Et c'est globalement le chemin qu'on prend. Jamel, on parlait de l'Europe, et puis vous avez cité quelques pays en dehors de l'Europe. Ça veut dire que ce cadre de référence que nous vivons donne résonance aussi au-delà de l'Europe? Oui, oui, totalement, hein. J'ai cité les réunions notamment avec nos amis australiens qui s'intéressent à ce sujet-là et posent des questions, veulent savoir comment ça se passe au niveau européen, mais plus précisément au niveau français. Donc on échange avec eux, on leur donne nos arguments. Et l'objectif pour nous, effectivement, donc, il y a, au niveau des instances par le haut, mais à notre échelle, c'est de semer aussi, si je peux me permettre l'expression, semer les graines au niveau de ces laboratoires-là pour qu'ils puissent, après eux, porter, si on peut dire ça comme ça, la bonne parole dans leurs pays respectifs. Je suis d'accord avec vous, bien sûr, mais je me dis, une réglementation d'un pays fonctionne aussi avec un environnement différent d'une autre, par exemple, où l'humain est différent, ou même l'économie est différente. Est-ce que, effectivement, c'est possible quand même d'arriver à vraiment un vrai cadre de référence européen qui peut aussi s'appliquer au niveau mondial? Sur cet élément, vous avez raison, il y a des spécificités nationales, culturelles et réglementaires. Pourtant, il y a une réalité sanitaire qui est incontestable. Et la connaissance du risque sanitaire en France, notamment en lien avec les travaux faits par l'ANSES en la matière, est à ce stade quasiment inégalée. Donc l'enjeu, c'est de diffuser cette connaissance avec nos partenaires pour élaborer ce cadre. Il y a un élément d'importance, c'est que la dernière commission, alors là, il y a une nouvelle commission qui va être nommée, il y a eu quelques rebondissements, vous avez pu le voir, mais avait fait de la santé une priorité de l'action de la présidence de la Commission européenne, notamment en lien avec la crise Covid. La difficulté, c'est que sans être trop technique, la politique de santé est une compétence, est un domaine dans lequel la compétence de la Commission est subsidiaire comparée au champ de travail. Donc en réalité, investir le champ du travail, c'est-à-dire le champ de la protection des travailleurs face au risque amiante, offre des leviers d'action à la Commission sur le sujet santé qu'elle n'a pas pour d'autres thématiques. Ce qui explique ce volontarisme-là et ce qui explique aussi que nous, on est assez optimiste sur la capacité à avancer vers un cadre européen harmonisé avec les limites de ce que cela implique, puisqu'il s'agit d'une directive et non pas d'un règlement. Et quand il s'agit d'une directive, ça veut bien donc dire qu'il y a un effort d'adaptation réglementaire au niveau national. Donc voilà, c'est notre position. Mesdames, Messieurs, vous avez la possibilité de réagir. Je vous invite, comme on l'a fait depuis ce matin, si vous souhaitez une intervention de votre part, je viens vers vous, vous levez juste la main et je vous transmets le micro. Je regarde. Vous êtes vraiment très précis et très clair parce que j'ai l'impression... Pas de questions ? Oui, bonjour, Isabelle Viau du CIRTA. Pardon, j'ai raté le début de cette conférence. Vous avez peut-être traité le sujet, mais dans la présentation de ce matin de la DGT, j'ai eu le sentiment que on était moins sûr que la méta serait la technique vers laquelle tendrait tout le monde et qu'il fallait peut-être mettre les bouchées doubles pour défendre ce qui nous paraît aujourd'hui bien convenir en France. Est-ce que c'est un sentiment ou est-ce que c'est une réalité ? Alors, évidemment, quand on est dans des négociations européennes, chaque pays a la volonté de montrer aux autres que ce qu'il utilise ou ce qui est en vigueur dans son pays est de nature à satisfaire aux exigences de la directive. La question de la métrologie est une question importante. Les autorités françaises se sont battues pour obtenir ce système dual, c'est-à-dire en fait ne pas calibrer la VLEP sur les 2 fibres par litre dès lors qu'on était en capacité de décompter précisément les fibres fines, parce qu'il nous semblait
illusoire. Thomas Collin a parlé de ce matin de totem. C'est vraiment notre conviction d'avoir simplement une logique de prévention calquée sur la VLEP. Pour nous, le système de prévention, il est global et il intègre tant la question, par exemple, des facteurs de protection assignés, que vous connaissez bien au CIRTA, que la question du périmètre des fibres décomptées réglementairement ou la méthode d'analyse électronique, et donc pas seulement la valeur limite d'exposition. Donc aujourd'hui, le débat, c'est quelles sont en réalité les fibres qui doivent être décomptées réglementairement. Elle est là la question. Et nous, on insiste pour convaincre nos partenaires, qui parfois se posent encore des questions, ce qui nous semble un peu surprenant, sur la nécessité de décompter ces fibres fines. Alors, en France, on parle même de la nécessité, peut-être un jour, de décompter des fibres courtes. En Allemagne ou aux Pays-Bas, ils sont encore sur les fibres fines. Et une fois qu'on a tranché cette question de « oui, on a des communications de notre agence sanitaire qui prouvent le caractère cancérogène de ces fibres fines », eh bien, il faut se poser la question de quelle est la meilleure méthode d'analyse qui permet de les décompter. Et alors là, vous avez deux grandes réponses qui sont apportées. La réponse française et des acteurs français de la métrologie, je laisserai bien sûr M. Megdiche compléter, qui est de dire que nous, en France, on utilise depuis un certain nombre d'années la méta et ça fonctionne bien. Et puis d'autres acteurs qui utilisent plutôt la MEB, balayage, qui eux disent si on va sur de la haute résolution et dans telle et telle circonstance, on arriverait peut-être à des performances équivalentes à celles de la méta. Mais si vous voulez, avant de trancher cette question, il y a tout un raisonnement, un cheminement qu'il faut suivre, et charge à nous de montrer cette importance du décompte des fibres fines, et ensuite charge aux acteurs, et nous on les soutiendra parce qu'on pense, en tout cas c'est ce que nous dit l'ANSES dans son avis de 2009 de manière très précise, c'était l'AFSET à l'époque, mais dit de manière précise, seule la méta est en capacité de décompter les fibres fines. Et moi je suis d'un naturel assez optimiste, je pense que les acteurs ont de quoi montrer aussi que c'est possible et que ça fonctionne. C'est vraiment le sens des travaux et c'était l'enjeu de toute façon de notre engagement et du groupe de travail international. C'était vraiment déconstruire des positions de principe aussi, qu'on a clairement et recentrer le débat sur des aspects factuels, techniques, et que ce soit plutôt un débat d'experts plutôt qu'un effet de posture qu'on a pu rencontrer au départ. Et donc, le risque est là. Mais il est clairement là, et on le mesure aussi, Jamel l'a évoqué, des fois on avance d'un pas, on a l'impression aussi de reculer d'un pas le lendemain, mais le fait de participer à ce groupe de travail, d'avoir des échanges de fond sur le sujet, d'amener petit à petit sur nos positions, tout en gardant vraiment l'humilité qui est plus que nécessaire en tant que Français justement dans ce tour de table, et arriver à ce consensus de X laboratoires européens de différents pays qui arrivent à se retrouver autour d'une position commune qui classe clairement la méthode et le méta comme la solution technique aujourd'hui viable pour répondre à l'ensemble des exigences. Voilà, c'est le cheminement. Maintenant, est-ce que tout le monde se range derrière cette bannière-là ou ce groupe de travail? Ça n'est pas encore le cas. Mais l'idée, voilà, c'est de garder le rythme pour nous, pour vraiment embarquer le plus de monde et surtout maintenir la dynamique, ce qui n'est pas toujours évident. Oui, juste pour compléter, ce n'est pas seulement sur l'outil microscopie électronique de transmission, c'est tout ce qu'il y a autour. On peut les rassurer sur la formation, la compétence des personnes, l'organisation, pour pouvoir, effectivement, dans certains aspects, la microscopie électronique à transmission reste un outil de recherche. Non, on leur montre et on leur propose de visiter nos laboratoires pour leur montrer que ça peut être mis à une échelle d'exploitation avec un plus gros volume et que ça tourne correctement. Y a-t-il d'autres questions? Je regarde. Messieurs, nous vous remercions. Parfaite conclusion. Anis, on a toujours cette conclusion de la fin de journée, mais quelles sont les prochaines échéances de la FEL, peut-être pas dans les semaines, mais dans les mois à venir? Ah. Non, elle est dérangeante, ma question. J'aurais pas dû. Non, c'était l'objet de la prochaine étape, c'est le pot qu'il faut aller boire. Ah, c'est ça, d'accord. Okay. Je pense qu'il pense à ça. Il y a du court et moyen terme, en effet. Non, je souriais parce que c'était nos échanges en marge du salon avec les adhérents de la FEL, justement. C'était nos perspectives. Clairement, le sujet qu'on évoque, il est cœur pour nous.
Ça va nous guider forcément largement cette année parce il nous engage aussi en matière de travaux, il engage aussi de l'énergie, c'est l'ensemble de nos adhérents, clairement. On a un enjeu aussi, on l'évoquait pour nos homologues européens, mais c'est quelque chose qui vaut aussi pour nous, la compétence, le maintien de la compétence aussi, et grandir aussi en compétence dans nos laboratoires. L'excellence n'est pas un acquis, et il faut le préserver, il faut le prolonger, et voilà, on a de gros travaux en commission technique sur ce sujet. Après, on a des sujets communs aussi, avec, je vois le président de l'ULSB en face de moi, avec l'ULSB aussi, concernant la filière, sur des aspects techniques. Mais une année riche, oui, nous attend. Et l'étude avec la DGT sur les appareils de protection respiratoire. Merci. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y a une transition vers une collation, vers une boisson. Je pense que je ne vais pas vous garder plus longtemps ici, si j'ai bien compris, mais on peut vous applaudir. Merci, en tout cas, pour ces éclaircissements pour la FEL, pour une véritable analyse amiante made in France.